Bonjour à tous pour cet épisode bonus, et comme c'est un épisode bonus, c'est moi qui commence. Coucou Alexis. Wesh. Est-ce que ça se passe bien ton été? On est fin août là. Bah super. Ah, fin août, hein, bah ouais. Est-ce que tu bois des cocktails sur la plage? J'ai été ouais, cocktail sur la plage, des glaces, tout ça quoi, des jolies filles. C'est tellement faux. Babylone quoi, je veux dire. Oh là là. Non mais du coup, épisode bonus, du coup comme en fait on enregistre ça fin juillet, histoire de vous montrer quelque chose pendant l'été, après pendant août. Du coup on s'est dit qu'on allait faire un truc un peu particulier. Comme on n'a pas vu de film encore pour vous parler, on a une petite roue avec dessus une 15-20 réalisateurs qui sont en gros les 15 gros réalisateurs qu'on aime bien, qui actuels. Oui, et puis mainstream quoi, enfin Voilà. je veux dire qui sont... Oui, on a tous vu au moins, on va dire 4-5 de leurs films, Ouais. je pense. Et on va lancer la roue, vous allez voir, il y a un petit son rigolo, je sais pas si on l'entendra Je sais bien. pas si on entendra, ouais. Et on va chacun dire qu'est-ce qu'on pense de ce réal et donner, je sais pas, notre film préféré. Ouais, un pour truc moi comme c'est ça. un peu l'idée, oui, chacun Ouais. parle un peu de celui qu'il préfère de Voilà. ce film-là, ouais. Donc un peu de hasard et tout quoi. Bah ouais, on sait pas de qui on va parler. Du coup on lance la roue. Allez, c'est parti, vas-y, hein. Du coup on a le même pinard que l'épisode Oui, précédent. et on a des bières en plus. Bon. Ouais, le son est ignoble. Ouais. Roue de la chance, hein, on n'a pas dit, hein, mais... Oh, et on commence par Del Toro. Ok. Bah, ça tombe bien parce que c'est un réalisateur en plus dont on avait un peu prévu potentiellement de parler dans du passé, enfin dans un épisode du passé quoi. Enfin je veux dire dans. Oui, un futur épisode du passé. C'est ça ouais. Non bah vas-y commence vas-y. Hein. Ouais, moi j'aime beaucoup Del Toro. Hein. Je trouve que c'est un réalisateur qui parle de monstres et qui parle souvent de qu'est-ce que c'est être un monstre et du fait que on est souvent un monstre aux yeux d'autres gens. Et en fait, souvent les monstres dans les films de Del Toro, c'est jamais les monstres, c'est souvent les nazis ou les des fascistes. ou des, en tout cas, enfin, ouais. des fascistes. Ouais. Ouais, c'est un gros communiste, hein, Del Toro. C'est même un nanar. En tout cas, c'est un antifasciste et assez revendiqué. Il arrête pas de le dire en interview et tout. Donc voilà, j'aime bien ce mec. Oui moi aussi. Ouais. J'ai J'ai- l'air sympa. Et puis ouais, ces films sont toujours top. Je sais pas. Alors, qu'est-ce que si je disais je pense mon préféré, ça va être Le Labyrinthe de Pan. Je vais pas vous parler. Je pense que je parlerai de Pacific Rim dans un des épisodes, donc je vais pas en parler là. Mais oui, ouais, pour moi c'est Le Labyrinthe de Pan. J'aime beaucoup. Tout ce truc des monstres, de l'imaginaire, mais qui est un imaginaire glauque. Je me rappelle, nos darons nous avaient montré ça. Alors moi, on nous avait montré ça genre à la sieste pour nous mettre devant un film en pensant que c'était un film pour enfants parce qu'il y avait marqué Pan dedans, genre Peter Pan. Et non, ne montrez pas ça à des enfants. Non évitez. Ouais. Moi, je pense que Des j'étais ados, je pense que c'est. moi, bien. je pense que j'étais adolescent, donc ça allait. Ouais. Mais ma petite sœur et mon petit frère, ils ont moins bien vécu le truc. Non, parce que en tout cas, Le Labyrinthe de Pan, c'est un film très très violent. Il y a des fascistes. Ça se passe pendant les guerres d'Espagne. Du coup, entre les franquistes, qui est un dictateur fasciste, et les communistes et les anarchistes, en tout cas les républicains, qui forment une guérilla contre les fachos. Et dans ce monde-là, on va suivre une petite fille dans un camp militaire franquiste qui va être une sorte de Alice au pays des merveilles, mais dans un monde giga glauque où elle va se promener dans la forêt, et en se promenant dans la forêt, elle passe dans un autre monde où il y a comment on appelle ça déjà, les sortes de mi-hommes, mi-chèvres avec un faune. Non, pas un centaure c'est avec un cheval. Ouais, un faune qui va lui donner des missions. Et si elle arrive à résoudre ses missions, elle sera la princesse du royaume. Et c'est pas un film C'est une gay. belle promesse. Hein. Ouais. Mais c'est pas un film gay. Il y a beaucoup de violence, il y a de la torture, c'est glauque, mais pour moi c'est tout. Pour moi il y a tout le cinéma de Del Toro dedans. Qu'est-ce que c'est un monstre et ouais, ce rapport aussi un peu à l'enfance, à l'imaginaire et à la violence. Donc ouais, j'aime vraiment beaucoup Labyrinthe de Pan. Ouais. La musique est formidable. Ok. En général, hein, il a la musique de Desplat sur La forme de l'eau est très bien aussi. Ouais. J'aime beaucoup Del Toro aussi. C'est un mec qui me, je sais pas, ça me parle quoi.
Mon préféré, et c'est le dernier que j'ai vu d'ailleurs, c'est L'Échine du Diable, qui est son deuxième long métrage. Non, pardon, qui est le long métrage qu'il refait après le scandale Mimic, où il avait bossé avec les frères Weinstein, qui avaient complètement saboté son film, et du coup il en sortait un petit peu mécontent. Et du coup il a fait L'Échine du Diable avec vraiment ce retour au Mexique, enfin voilà. Et L'Échine du Diable, ça raconte, je sais plus quelle période, mais c'est peut-être la même guerre, honnêtement. Et juste des gars qui déposent un enfant dans une espèce d'orphelinat, voilà, pour le protéger de cette guerre. Et dans cet orphelinat semble cacher un lourd passé. Et lui, ce qu'il va voir, c'est un autre enfant avec une espèce de trou dans le front et avec du sang qui en sort, mais comme s'il était... comme s'il flottait dans l'air, mais enfin comme du sang dans de l'eau. C'est un peu cette image-là, quoi. Comme les cheveux de Salazar dans Pirates des Caraïbes 5. Voilà. Non, mais il va croiser ce gamin-là, et en fait, les deux ont peur l'un de l'autre, quoi. Et voilà, on va suivre tout simplement cette histoire, sachant que la guerre n'est pas loin, donc c'est une peur. Il y a des adultes qui ne sont pas très gentils non plus, donc ça aussi, c'est un des dangers du film. Et l'une des idées que moi je trouve assez poétique en plus, c'est qu'il y a un obus qui est tombé dans la cour de cet orphelinat. C'est pas vraiment orphelinat le mot, parce que je crois que c'est un peu religieux, donc ce serait quoi le mot? C'est je sais pas moi, un couvent. Un couvent, je sais pas. Bref. Au milieu de cette cour est tombé un obus qui n'a pas explosé. Mais du coup, il y a constamment cet obus au milieu de la cour avec comme une forme de sursis, quoi. Une sorte d'épée de Damoclès qui peut tomber à chaque moment, quoi. Exactement. Et c'est un film qui, effectivement, je pense que c'est le film le plus proche du Labyrinthe de Pan en plus. À part le fait que là, on n'est pas du tout dans. C'est pas un peu une trilogie. Je pourrais pas dire qu'il y a pas un troisième qui est un peu qui parle aussi de cette guerre-là. Peut-être que je me trompe. C'est possible, hein, mais je sais pas. Peut-être son premier. Moi, je l'ai pas vu son premier. Sinon, je crois que j'ai quasiment tout vu de Del Toro. Son premier s'appelle Chronos. Et je n'ai pas vu non plus celui avec Tom Hiddleston. Crimson Peak. Ah, j'ai pas vu non plus. Non, voilà. Je crois que c'est les deux qui me manquent. Et son Pinocchio, pardon, je l'ai pas vu. Bien. L'Échine du Diable, oui, c'est peut-être le film dans lequel je trouve qu'il y a une vraie poésie qui se dégage, qui se dégage de ce film-là, avec vraiment cette espèce d'étrangeté qui devient étrange parce que le fait que cet autre enfant ait peur de l'enfant normal, on va dire, se dégage de cette idée-là un autre rapport à ce film-là. Du coup, l'étrange devient un peu... C'est quoi le plus bizarre en fait? C'est que c'est un gamin où il y a du sang qui sort de son front, ou le fait qu'il ait peur de lui, qu'est-ce qu'il fout là, pourquoi il vient là quand même, et voilà. Et je te rejoins évidemment totalement dans son travail sur les monstres. C'est qu'on est vraiment dans cette idée que un monstre n'est qu'un monstre parce qu'il est terrifiant physiquement en fait, dans l'idée. Enfin je veux dire, dans la représentation qu'on s'en fait, et lui il travaille ça jusqu'à aujourd'hui en fait. Hein. Et je vous recommanderais pour Del Toro, il y a le cinéaste belge Fabrice Duvels qui fait un podcast, j'aurais pas le nom mais vous tapez Duvels Del Toro et vous tomberez dessus, et il fait un podcast filmé pour une télévision belge dont je n'ai plus le nom, mais c'est un mec, je trouve qu'il parle pas très bien, il a vraiment une manière de parler comme ça, tu vois, et tu fais, oh mec, parle normalement, ça ira très bien, c'est un peu énervant, mais ses questions sont très bonnes, vraiment quoi, tout en étant un peu délirante. Et par exemple, il lui demande si c'est qu'il avait peur des monstres sous le lit, tu vois, quand il était gamin. Donc il travaille ce truc-là un peu au corps. Il parle de mise en scène. Et c'est très intéressant. Et Del Toro, effectivement, en plus de ça, a l'air vraiment d'être un mec vraiment sympa, quoi. Il a, par exemple, parlé du stop motion en disant que pour lui, c'était à peu près le travail de cinéma le plus pur qu'il connaissait, quoi. C'est-à-dire vraiment cette limite entre on sait ce qu'on nous montre est faux, de fait, parce que les mouvements sont pas naturels, et donc ça crée un décalage, mais pourtant il y a quelque chose de tellement tactile dans ce travail du mouvement, de la forme de l'objet, qu'on y croit quand même, quoi. Et donc pour lui, c'est un peu le travail qu'on fait sur du stop motion est un peu la définition de cinéma, quoi. Donc il dit qu'il a encore quelques projets en tête et qu'après il se consacrera peut-être uniquement à du cinéma en stop motion. Et il avait parlé à Annecy de l'année dernière, il me semble,
de Marcel le coquillage et ses chaussures. Il avait fait une conférence liée à ce film-là. Voilà. Pour Guillermo. Ok, bon bah on passe... La roue. On relance la roue. Allez. Peut-être qu'il aurait fallu que j'enlève à chaque fois le réalisateur, histoire qu'on retombe pas tout le temps sur les mêmes. Oui, c'est vrai. Del Toro. Pas Non. du tout. Tarantino. Tarantino. Il est pas du tout italien. Non. Tu hein. veux commencer? Je commence. On dit le film qu'on préfère en même temps? J'en fais 3, 2, 1 et on le dit. Vas-y. 3, 2, 1. Once Upon a Time in Hollywood. Ça n'a aucun sens. Ah, mais en même temps, c'est compliqué de trouver un. Moi, je trouve ça trop compliqué de trouver un film C'est préféré ça chez qui est Tarantino. génial aussi avec ce gars-là, c'est qu'on a tous notre préféré. Ouais. Et qu'on est prêts tous à se battre pour dire que c'est le meilleur. Ouais, mais en même temps, moi, j'ai l'impression d'avoir plusieurs préférés, quoi. Enfin, tu sais, c'est. Je pourrais changer, quoi. Moi, j'ai quand même décidé que c'était Once Upon a Time, ouais, in Hollywood. Oui, ok, vous avez pas entendu, moi c'était Once Upon a Time et toi c'est Inglourious Bastard. Je commence du coup ou... Vas-y, Inglourious Bastard, qu'il a dit, et je suis assez d'accord avec lui, que c'est peut-être le meilleur film pour commencer. C'est peut-être son film le plus Tarantino, quoi. Il y a tout Tarantino dans ce film, quoi. Ouais, bah moi je suis rentré... D'accord, on dit pas l'histoire, hein. Tout le monde a vu ces putains de films. Hein. Oui, ouais. Ouais. Non, mais, bon. bon, Tarantino, film cinéma ultra référencé, mais un amour du cinéma. Enfin, c'est un cinéphile avant d'être un cinéaste, et ça se ressent dans chacun de ses putains de plans. C'est un maître du dialogue, et pour moi, c'est ce que j'adore chez lui. Il est capable de te faire des dialogues de 20 minutes avec un crescendo de tension pour à chaque fois une explosion finale. Et là où ça se ressent le plus, c'est dans Les 8 salopards, où c'est un seul dialogue qui dure 2 heures pour que la fin explose à ta gueule. Ouais, moi je suis rentré chez Tarantino par la porte Pulp Fiction, et je suis rentré dans la cinéphilie en fait par la porte Pulp Fiction. Moi c'est... Je veux dire comme toutes les personnes nées entre 85 et 2005. Alors c'est 80... Oui ouais. Non mais je veux dire les gens nés. Mais oui, ouais, je crois 94 Pulp Fiction. Ah oui, 94. Et ouais, non, mais moi Pulp Fiction c'était une claquasse. Ces dialogues là qui n'ont aucun putain de sens à part... te parler de qu'est-ce que c'est un burger français, comment on prononce les cheeseburgers en France. Et puis quand t'es ado, c'est génial. Enfin, je veux dire, c'est un imaginaire. Ouais, et puis une façon de raconter une histoire, de monter et de narrer différente. Et puis un objet ultra pop en fait. Et ultra facile d'accès, ultra fun. C'est peut-être la définition de film culte, hein. Pulp Fiction, en vrai. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que je dis Inglourious Bastard, mais en vrai, j'aurais pu dire aussi Pulp Fiction, comme j'aurais aussi pu dire une grosse partie des films de Tarantino. Mais Inglourious Bastard, parce que pour moi, c'est là où il est le plus malin dans ses dialogues et dans ce schéma-là, du dialogue qui monte en tension. Et pour exploser à la fin. Et ça arrive à plein de moments, que ce soit la scène d'intro, qui est une des meilleures scènes d'intro de l'histoire du cinéma, du coup dans la ferme des Lapadites, avec Denis Laménoche. Lapadite, oui c'est vrai, et Léa Seydoux. Et du coup, Denis Laménoche cache des juifs sous son plancher, et le je sais plus comment il s'appelle, le méchant, mais qui est joué par Christophe Valls, qui sait qu'il y a des juifs sous le plancher et qui va cuisiner du coup la padite en étant ultra gentil, ultra même mielleux, jusqu'à passer à l'anglais. Un fertelet. Oui, ouais. Et où, avec la blague, j'ai juste une blague de la pipe qui est juste une blague visuelle, mais où t'as Denis Minochet qui dit est-ce que je peux fumer ma pipe, et il sort une toute petite pipe en bois, et lui il fait ah bah moi aussi je peux sortir ma pipe, du coup il sort une giga pipe genre en ivoire, ouais, qui est vraiment juste de ouf, qui est vraiment juste une blague pipe de ouf, qui est mon prochain bouquin d'ailleurs. Ouais. En vrai c'est vraiment une blague pipi caca juste visuelle, débile, mais elle est très drôle. Et elle est drôle parce qu'elle arrive à un moment de tension et ça relâche un peu. Mais oui, et le moment où ça passe à l'anglais et que tu comprends les véritables intentions du chasseur de juifs. Et ouais, non, cette scène-là est fantastique. On retrouve une autre scène pareille dans un sous-sol de bar. C'est ce que j'allais dire, pour moi c'est cette scène-là pour moi qui symbolise le mieux l'étirement d'une scène qui est basée sur rien. Et qui part en vrille totale.
Et non, ouais, Il mais... faut un devine-tête hein, quand même. Hein. Oui, C'est pendant 20 minutes, on suit un devine-tête. Faut le faire quand même. Hein. non, et c'est un film ultra décomplexé dans les thèmes qu'il aborde, et on retrouve un peu sa façon de réarranger l'histoire comme il veut après dans Once Upon a Time. Bien sûr, ouais. Mais oui, c'est un fantasme en fait, Inglourious Basterds, de la même façon que Once Upon a Time est un fantasme. Ah oui, oui, totalement. Ouais. Et non, je trouve c'est un film ultra ludique, mais extrêmement bien filmé, ultra malin. Et les dialogues sont, comme dans tous les Tarantino, mais les dialogues sont merveilleux. Et puis voir du coup Brad Pitt avec un vieil accent texan où il fait mine d'être d'avoir 10% de sang indien. Oui, et, qui justifie qu'il scalpe des types, quoi. ouais, Alors, et demander à ses soldats de scalper chacun sans nazi. chacun sans scalp. Avec son vieil accent là, mais c'est trop drôle. Gorlomi. Oui, et Quand puis tu parles ouais, italien. putain, et toute la... Frédéric De Coco. Buongiorno. Oui, bah, tu vois. Et oui, Harry Baderchi. où ils font ce geste de la main. Ah, les doigts, bien sûr. Hein. Bah, il y a tout pour me plaire. Hein. Non, mais voilà. Moi, je trouve que c'est peut-être... Alors, c'est pour moi le film peut-être porte d'entrée le plus facile de Tarantino, parce que c'est peut-être le film le plus ludique, le plus rigolo, ou un des plus rigolos. Moi, en fait, c'est surtout, je dis que c'est mon film préféré, surtout parce que c'est le film que je peux revoir le plus facilement, et que je me revois peut-être une fois par an, une fois tous les 2 ans, quoi. Ouais, non, mais moi, je suis d'accord. En fait, je trouve il symbolise un peu, effectivement, tout ce qu'il est. Je m'étais fait une réflexion, je sais plus si je te l'avais partagé, mais je t'ai dit que Tarantino, tu sais, où d'habitude on dit un film, enfin une histoire, c'est un début, un milieu, une fin. Tarantino, c'est un début de 2h15 et une fin de 15 minutes, quoi. Ouais. Y a pas... y a pas vraiment d'entre-deux, quoi. Et c'est ça, une espèce d'énorme présentation de plus de 2 heures et une explosion. Ouais. Enfin, une explosion, je veux dire, une explosion généralement de violence, hein, parce que mine de rien, c'est un sujet, mine de rien, la violence chez Tarantino. Parce que là aussi, on sent que c'est quelqu'un de très tiraillé là-dessus. Parce que c'est quelqu'un qui est capable de faire des scènes d'une violence extrêmement jouissive, tout en étant capable de travailler cette violence au corps. Enfin, dans Django Unchained, la scène où les 2 esclaves se battent, c'est une scène qui est pas drôle et où chaque coup est ressenti, quoi. Jusqu'à ce que l'un achève l'autre au marteau. Donc on est quand même vraiment dans quelque chose d'extrêmement physique, quoi. Moi, c'est Once Upon a Time. Pour moi, c'est peut-être son film somme, en fait. Je sais pas, c'est un film qui me touche beaucoup. T'as dit le mot fantasme, effectivement, pour Once Upon a Time. On est vraiment là-dedans. Je trouve que c'est une des fins les plus touchantes que moi je connaisse, parce que c'est une des fins, c'est presque une fin que je comparerais à la fin du premier Avatar. C'est-à-dire que c'est des mecs qui te parlent de fantasmes et où à la fin chacun choisit le rêve, en fait. C'est-à-dire qu'à la fin de Avatar, du premier, enfin de James Cameron, on finit sur les yeux qui s'ouvrent de ce... Comment tu spoil Avatar? Oui, non, mais Pourtant, personne l'a vu. De ce militaire, du coup, qui a choisi de devenir Na'vi. Jack Sully, qui a choisi de devenir Na'vi, donc qui choisit le rêve, enfin le factice, mais aussi l'imaginaire. Once Upon a Time, pour moi, c'est un peu cette idée-là aussi, quoi. L'idée qu'on sente cette violence autour de Sharon Tate. Shannon Tate. Sharon Tate, ouais. Ok. Je crois. Bref, donc et cette Marilyn personne qui a Manson, été, oui, c'est ça, cette personne qui a été massacrée par la secte de Marilyn Manson et qu'on sentait. Attends, Marilyn Manson. Charles Manson. Charles Manson, oui, Marilyn Manson. Et je trouve cette fin d'une poésie, cette image de DiCaprio en train de galérer, de parler à l'interphone. Je trouve cette scène d'une douceur et d'une tendresse et d'espèce de dire, moi Tarantino, je choisis le rêve, le fantasme, quoi. Et je trouve ça très touchant, en fait. C'est un film qui me touche vachement pour ça. C'est pas pour rien que... Enfin, analyse de débutant, mais je veux dire, c'est pas pour rien que ça s'appelle Once Upon a Time. Enfin, il était une fois. Enfin, 69, qui est Tarantino le sait, je veux dire, c'est déjà parce que c'est un Américain. Et il connaît le cinéma et il sait que après 69, il y a les années 70 qui sont à peu près les années de la gueule de bois des États-Unis, quoi. C'est-à-dire les révélations. La fin de l'âge d'or. C'est la fin... Oui, et puis de l'âge d'or d'Hollywood, en tout cas. Oh non, l'âge d'or d'Hollywood, c'est les années 50. Je dis des conneries, là. Oui. Okay. L'âge d'or, c'est une durée vraiment prédéfinie. Non, mais c'est avant le nouvel Hollywood.
Mais le nouvel Hollywood n'a pas cassé l'âge d'or. D'accord. Ça n'a pas marché comme ça. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est politiquement, c'est le moment où va y avoir le scandale du Vietnam, quoi. Ils vont se rendre compte que le Vietnam n'était peut-être pas cette guerre si propre que ce qu'on voulait leur faire croire. C'est vraiment ce moment-là, on va voir vraiment un cinéma populaire à charge contre les États-Unis, qui va être détruit à la fin des années 70 pour avoir les années 80 qui sont de retour dans un certain fantasme. Et voilà, quand ils choisissent 69, c'est pour dire, quelque part, moi, je vais choisir de rester dans ce fantasme-là, quoi. Qui est quelque part presque un aveu d'échec, mais que je trouve tellement honnête, touchant, sincère, et évidemment, toutes les qualités que tu as dit sur Tarantino. Je mettrais une nuance, moi, sur le dialogue. Je pense que Tarantino a compris une chose qui est essentielle, c'est qu'un bon dialogue de cinéma, c'est un dialogue qui est basé sur le rythme. Et c'est pour ça que des dialogues sur des mecs qui parlent de quelque chose dont on s'en bat les couilles fonctionnent aussi bien, c'est que c'est des dialogues rythmés. Déjà dans les mots, déjà dans le truc, et lui il met ça en scène d'une manière qui est brillante en plus, quoi. Donc, mais c'est du rythme. Et c'est pour ça qu'il peut faire des films qui durent plus de 2 heures, voire quasiment 3 heures, avec des gens qui font quasiment que parler, et que c'est bon, c'est que c'est du rythme. Et voilà, c'est un mec important, je pense. Un des plus grands qu'on a aujourd'hui, parce que c'est un gars qui a réussi à faire un pont, et je trouve que Once Upon a Time in Hollywood, peut-être le film qui le symbolise le mieux. C'est un peu son film Somme, tu dirais? Oh, je l'ai déjà dit, donc tu ne m'écoutes pas? Ah non, Tu ne m'écoutais pas, Owen Manak? Ah, je suis désolé. Non, mais je trouve qu'il fait un pont, et je pense que c'est pour ça aussi, c'est le gars qui plaît à tout le monde, c'est que c'est le pont parfait entre quelqu'un qui n'y connaît rien et quelqu'un qui est cinéphile. C'est vrai, lui c'est le pont, quoi. Genre, il est ce truc-là entre la référence et le côté, t'as dit le mot pop, et oui, c'est le côté pop. Tarantino, c'est le gars qui peut plaire à tout le monde, quoi. C'est des films tellement aimables que c'est pour ça, c'est presque dur de pas aimer ce mec-là, quoi. Et je trouve que c'est celui qui symbolise le mieux ce pont-là, c'est-à-dire que les cinéphiles peuvent s'y retrouver, peuvent comprendre en quoi ce mec-là a beau faire des films qui sont gogol par plein d'aspects, sait d'où il vient, voit où il va. Et pourtant, il y a un plaisir qui est tellement communicatif que voilà, c'est un grand. Il n'y a pas trop de débat là-dessus, je pense. Oui, non, je pense pas. Allez, réalisateur suivant. Non, c'est bien, pour l'instant on fait 10 minutes par réal, c'est plutôt pas mal. On va pouvoir en faire 4-5, quoi. Prends une bière, moi, en attendant. Oui, on est passé à la bière, on n'a plus rien à foutre. Ouais. Alors, c'est une 1664 de la marque Cronenbourg, un petit brasseur français. Et on va parler de Park Chan-wook. Ok. Qui est pas le cinéaste de la liste que je connais le mieux, moi. J'en ai vu 3. 4. Je dois en avoir vu peut-être 5-6, un truc comme ça. Vas-y, commence cette fois. Park Chan-wook, réalisateur... Park Chan-wook, réalisateur sud-coréen, qui est celui qui, grâce à Old Boy, a fait découvrir au Festival de Cannes 2003-2004, bref, a fait découvrir le cinéma au monde entier. C'est pour ça que Old Boy, et c'est pas le film dont je vais parler, mais est une référence dans le cinéma coréen, parce que c'est le film qui a traversé les frontières, en fait, tout simplement. Pourquoi ce film-là et pas un autre, d'ailleurs, c'est une vraie question, mais je n'ai pas les connaissances pour y répondre. Moi, mon préféré, c'est, je crois, celui juste avant, GSA, Joint Security Area. Ouais, il est fantastique, ce film. Ouais, qui est un film qui n'était jamais sorti en France jusqu'à 2018, il me semble. Parce que moi, je l'ai découvert au ciné, du coup. Il n'était jamais sorti au ciné en France. Ouais. GSA qui raconte 2 camps, on va dire que ça comme ça, militaires de part et d'autre de la limite entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, tout simplement. Et comment ces militaires qui, sur le papier, sont ennemis, vont devenir potes avec... en gros, c'est pour ça que j'ai dit camp de manière un peu hésitante, c'est plus 2 cabanes, c'est la frontière, quoi. Enfin, du coup, il y a genre 3 ou 4 soldats d'un côté et 3 ou 4 soldats de l'autre, quoi. Des moments, on les voit, il y a des camps un peu plus grands où on les voit s'entraîner et tout. Mais je veux dire, le cœur du film, c'est cette frontière. Et donc c'est l'amitié entre eux qui va naître, et une vraie amitié sincère entre ces soldats de Corée du Nord et de Corée du Sud. Peut-être pas là où je vais le plus parler, parce que je sais pas si c'est le réalisateur sur lequel j'ai le... Dans ma vie, c'est pas un réalisateur qui m'est important, Park Chan-wook. C'est un cinéaste que j'estime et qui a sa place parmi les réalisateurs importants. Hein. Mais je veux dire, moi, personnellement, c'est pas un type qui me... Je suis content d'aller voir son dernier film. Si je le loupe, je suis pas...
tant pis, voilà, on va dire. J'ai vu son dernier film, hein, et qui est très bon d'ailleurs, hein, mais voilà, c'est pas quelqu'un qui compte spécialement. Mais JSA, j'y trouve une... C'est un peu con hein, ce que je vais dire, mais le parti pris de base est tellement intéressant moralement et humainement, et il le tient tellement bien, il le tient tellement humainement, cette amitié, et Park Chan-wook en plus de ça est quelqu'un qui expérimente souvent visuellement et qui est capable d'aller assez loin. Et je pense que c'est un mec qui a bien fait d'arriver au moment du numérique aussi, parce que du coup ça a pu exploser à peu près tout ce qu'il pouvait créer. Et c'est un film touchant, c'est un film merde, tu ris jaune devant quoi, et c'est pas une blague raciste, c'est vraiment pour dire que c'est un rire où tu sais que ça peut pas bien finir. Enfin déjà parce que le début du film est un flash forward, donc tu sais que globalement leurs supérieurs ont compris qu'ils faisaient quelque chose qui n'est pas, parce que c'est des soldats, ils sont censés être dans les clous, et ils se sont fait choper, on sait pas pourquoi, on sait pas comment, on sait pas ce qui s'est passé, mais en tout cas on sait que ça ne finit pas bien. Et ça donne un rire, hein, et j'ai pas beaucoup de films comme ça où je ris sincèrement, mais je sais que ça va mal finir, quoi. Donc que mon rire est temporaire, en fait, quelque part. Parce que cette amitié que je vois naître, elle est tout autant, en fait, temporaire. Donc voilà, moi c'est mon préféré, je vais pas m'étaler plus que ça, mais c'est très divertissant, hein, mais c'est ce qu'on dit, c'est un beau film. Voilà, c'est un film qui est agréable et qui plaît à peu près à tout le monde en plus, je pense. Et qui est moins violent que ceux qui suivront, aussi. Ouais. En tout cas, physiquement. Moi, je l'ai découvert très récemment, JSA, parce que, ouais, comme tu disais, il était pas... Enfin, c'est à partir de Hot Boy où il s'est fait vraiment connaître en Europe. Et ouais, non, c'est fantastique, JSA. Non, alors moi, c'est plus, du coup, moi, ça va être Old Boy. D'accord. Parce que c'est le premier que j'ai vu, et en vrai, c'est celui que j'ai revu après le plus. Est-ce que, encore aujourd'hui, Old Boy n'est pas le film par lequel on commence le cinéma coréen ? Moi, c'est le premier que j'ai vu du cinéma coréen de toute ma vie, moi. Peut-être, non, plus maintenant, parce qu'il y a Parasite. Ah oui, maintenant il y a Parasite. Mais oui, avant c'était Old Boy, c'était... Et ouais, non, Old Boy, qui est un film de la trilogie de la vengeance, je crois que c'est le troisième, du coup c'est le dernier. Avant, il y a Sympathy for Mr. Vengeance et Lady Vengeance. Ah ouais ? Je crois que c'est... Ça, c'est avant. Peut-être que c'est après, je sais plus. Je dis des trucs et je regarde en tout cas, c'est cette trilogie-là. Fais des bruits avec ta bouche. Non, c'est pas... Désolé. Mais en tout cas, c'est dans cette trilogie-là. Et c'est un film qui est extrêmement dur, extrêmement violent, où en fait, on va suivre un mec qui est un père de famille, qui, à un moment, il se prend une biture un peu trop grosse, et il se réveille dans une prison privée, et il sait pas pourquoi il est là. Et à chaque fois qu'il essaie de demander aux gardes, on lui répond pas. Et il va être mis dans cette prison-là pendant 15 ans. Je crois que c'est ça, je crois que c'est 15 ans. Et à la sortie de prison... C'est le deuxième de la trilogie. Voilà. Ok. Sympathy for Mr. Vengeance est avant. Et Lady Vengeance après. Juste après. Du coup, on va le sortir de cette prison. À un moment, on l'endort, on le fout dans une malle et on le laisse au milieu de... Ça doit être Séoul, j'imagine. Au milieu d'une grande ville. Avec un costume dans une malle, donc il sort de la malle. Un plan culte, cette espèce de plan oui, sur le toit d'un building. Ouais. Et il va essayer de retracer qui est-ce qui l'a enfermé, pour savoir pourquoi on l'a enfermé, pour savoir pour se venger surtout. Du coup, parce que ça l'a quand même un peu fait chier de se faire enfermer pendant 15 ans, ce qu'on peut comprendre. Oui, d'être un peu bougon, oui, effectivement. Voilà. Et il va se faire aider par une jeune cuisinière dans sa quête, qui l'aide, qui l'héberge et tout. Et en fait, si je commence après à continuer le script, je vais commencer à spoiler vénère. Du coup, je vais pas en dire plus. C'est un film très malin dans sa représentation de la violence et dans les thèmes qu'il aborde. C'est un film malsain, vraiment trigger warning sur pas mal de... Il y a du viol, il y a des viscères dans tous les sens, il y a des dents. Il y a des... Oh putain, il y a des dents. Enfin, une dent qui rencontre un marteau. Voilà. Et non, alors moi, la première fois que je l'ai vu, j'étais adolescent, j'étais content parce qu'il y avait des bonnes scènes de baston. Vous savez, j'aime bien la baston.
Je l'ai revu après, beaucoup plus tard en tant qu'adulte, et je me suis dit, putain, comment j'ai pu aimer ça. C'est tellement malsain comme film. J'ai jamais vu un film aussi... Jusqu'à sa photo d'ailleurs, qui sent la moisissure Oh aussi. ouais, c'est une photo cradingue. Ouais. Et c'est très perturbant parce que par contre la musique est très enlevée. C'est ma musique préférée. C'est ma BO préférée. Il y a, bah, Enfin, il y a une musique Voilà, c'est ma qui musique s'appelle préférée. Last Valse, la Voilà. dernière valse. Bah, c'est ma chanson préférée de tous les temps de musique de film, quoi. Ouais, non, elle est magnifique, mais du coup qui est une musique très enlevée, très tu pourrais la mettre dans un genêt, tu vois. Et du coup c'est très particulier de l'avoir dans un film aussi malsain, aussi noir. Et ouais, non, la photo est très cradingue, un peu verdâtre, un peu. Tu sens que ouais, je sais pas si c'est le début du numérique, mais c'est une image comme ça un peu cradingue. Je pense pas que ce soit le début du numérique, mais 2003, oui, ça a pu être tourné en numérique, ouais. je sais. Si, Bon, si. en tout cas, l'image est cradingue, mais ça ajoute à l'atmosphère. Je dis pas ça comme un défaut, hein, bien sûr. Non, c'est partie de l'ambiance. Voilà. Et non, il y a notamment une scène de baston qui est maintenant devenue giga culte, Oui. qui est la On scène peut pas ne pas en parler. qui est la scène du couloir. J'en ai parlé la semaine dernière, enfin dans le dernier épisode, Farang. quand on parlait de Farang, qui est une scène en plan séquence, qui est filmée horizontalement, hein. Comme si la caméra était derrière les murs et que les murs étaient invisibles. Et on filme du coup un couloir qui est rempli. Bah, c'est le moment où en fait il retourne dans sa prison. Ouais. Et où il veut chercher des explications. Et donc la prison est remplie d'hommes de main des méchants. Et il y en a, je sais pas moi, il y en a une quinzaine dans le couloir. Et il y a juste le personnage principal et un marteau. Et un marteau, ouais. Et face à 15 gars, et c'est une scène... Et la caméra reste accrochée au Ouais. il restera toujours au centre du cadre. En fait, c'est un plan Enfin, toujours, non pas toujours, c'est mais... c'est un plan qui est très inspiré du jeu vidéo, qui est très inspiré des beat'em all, voilà, des beat'em all. C'est vraiment de la 2D, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Où on suit un personnage. Souvent les beat'em all, c'était dans une ville, il y a plein de malfrats qui arrivent vers toi et t'enchaînes Malfrat. de malfrats, ouais, Oh. de gredins. Oh. Et, Et blouson noir. et putain. Et du coup, généralement, ouais, dans un beat'em all, bah, t'enchaînes les coups spéciaux et tout pour les vaincre. Et là, c'est un peu la même chose. On va voir le personnage du coup aller horizontalement, du coup de la gauche vers la droite jusqu'à un ascenseur. Et les vaincre un par un, galérer, prendre des putains de couteaux dans le dos. Et ce plan est fantastique. Oui, il y a vraiment Vraiment. une idée de progression lente, douloureuse. Ouais. Ouais. Donc voilà, pour moi, c'est un film malsain. Je m'attendais pas à ça. Mais génial. Et génial dans sa malsainité. Ok. Et je veux juste tout de suite, vraiment 2 minutes sur Stalker, qui est son film américain, qui est avec notamment Mia Wasikowska et l'acteur, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est l'acteur qui joue le méchant dans Watchmen. Mais et oui, c'est une sorte de film. Mais en fait, il fait que des films malsains. Hein. Mais pareil, film malsain sur une sorte C'est vraiment joyeux, en tout cas, oui. sur une sorte de romance entre adolescent et adulte, dont l'adulte est en fait son oncle, mais qui sort aussi avec sa mère. Enfin, il y a vraiment quelque chose de malsain. Et en vrai, c'est un film super intéressant parce que c'est son seul film américain, je crois. Et du coup, c'est intéressant de voir une patte très sud-coréenne, très du coup dans ces films, ouais, des films noirs, de thriller, de vengeance, de malsain, mais du coup transposé dans une sorte de huis clos dans un manoir aux États-Unis. C'est très particulier, franchement. Il est pas très connu, Stalker. Alors c'est Stalker, pas comme Stalker, le chef-d'œuvre, que j'ai pas vu. Ah oui, mais oui. c'est pas Stalker, là c'est Stoker. Tarkovsky, ouais. Donc voilà. Et franchement, si vous pouvez voir Stalker, il y a notamment une scène de piano formidable. C'est toujours intéressant de toute façon de voir des réalisateurs s'attaquer au cinéma américain. Genre, enfin, des réalisateurs qui sont reconnus dans leur pays et qui... Pareil pour Bong Joon-ho qui a fait Okja Et Snowpiercer. et Snowpiercer. Hein, Quand même. Ouais, j'espère qu'on va tomber sur Bong Joon-ho. Ouais, alors, il est dans la liste en tout cas. Non, mais il y a même l'exemple Paris, Texas, qui a une palme d'or. Wim Wenders, il est allemand, hein, et il s'est frotté. Ce qui est marrant, c'est que souvent, ces mecs-là, comme ils s'attaquent au cinéma américain et que mine de rien, le cinéma américain a, comment dire, une imagerie, l'Amérique, de par leur soft power surpuissant, ont un... Voilà, je sais pas, ont un imaginaire, voilà, c'est ça que je cherche. Ils ont un imaginaire, et ce qui est marrant, c'est que souvent plein de réalisateurs étrangers
attaque cet imaginaire. Enfin, je pense vraiment à Paris, Texas. Paris, Texas, quand même, il est fait par un Allemand. C'est un film purement américain, quoi. Je veux dire, on est vraiment dans les grands espaces ou dans la ruralité purement américaine. Enfin, c'est Ouais, non, drôle. t'as totalement raison, mais par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'ils ont toujours une vision de l'Amérique différente. Ah bah bien sûr. Et ouais. avec une vision en fait qui prend du recul et du coup peut-être des fois un peu plus critique ou un peu enfin Critique, je sais pas, parce que je pense que les Américains savent se taper dessus aussi, mais, oui mais en mais tout cas, ont un décalage que tu Ouais. peux pas avoir quand c'est là où t'as grandi, quoi. Je peux faire un parallèle sur un docu sur lequel je suis en ce moment, sur Astérix. Astérix, donc on parle quand même de Gaulois, et c'est peut-être le truc français le plus connu. Uderzo et Goscinny, donc respectivement le dessinateur et le scénariste, aucun des deux ne sont d'origine française. Et peut-être que pour caricaturer les Français comme ça, il faut... il faut avoir du recul. Ouais, il faut venir d'ailleurs pour pouvoir avoir effectivement ce regard-là. Ok. Et bon on relance, alors j'ai enlevé par Chanwo quand même de la liste, mince, Alors... tac, et on relance. Attention. Le superbe bruit. Voilà. Je pense qu'on l'entend, je vois les waveforms faire des images rigolotes. Oh putain, Wes Anderson, en plus on vient d'en parler. Ok, oui, on en a parlé lors du dernier podcast. Donc Bon, c'est peut-être- Wes Anderson. Ouais, Wes Anderson, bon, on va peut-être faire vite. Oui. Bon, je commence cette fois. Vas-y. Bah du coup, je vais... Moi, je vais pas redire qu'est-ce que je pense de Wes Anderson dans la globalité, parce que je l'ai dit dans le podcast précédent. Enfin, dans le podcast du coup d'avant. Oui, c'est ça. Parce Oui. que... Bref. mais... Le 7. Non, le 8 du coup. hein. Ah putain. Non. Si- Le 7, celui sur Asteroid City, c'est le 7. Non, c'est le 8. Aujourd'hui, c'était le 9. Enfin... Démerdez-vous. Là, c'est pas- là, Moi, c'est je m'en 10, fous, je suis pas auditeur, hein, je m'en branle. non, bah Wes Anderson, cinéaste du factice et de la maison de poupée et des personnages qui ont aucune émotion. Moi, je pense mon préféré, et c'était ma porte d'entrée aussi. En fait, ça va souvent mon préféré, ça va être la porte d'entrée parce que ça va être celui qui m'a le plus marqué et qui aura fait que je me suis intéressé après à d'autres trucs. Surtout avec des réalisateurs qui ont vraiment. Ouais. Même si j'avais déjà vu 2 films avant, j'avais déjà vu Fantastic Mr. Fox et Moonrise Kingdom. Au final, celui qui m'a vraiment fait aimer le style Wes Anderson et rentrer dedans, c'est Budapest Hotel, le Grand Budapest Hotel. Parler lui-même. moi, c'est Et, celui-là aussi mon préféré. Ouais. Et bah, je le trouve tellement malin dans son imagerie, dans sa façon de représenter déjà le huis clos qui est le Grand Budapest Hotel, mais aussi des fois quand ils sortent du Budapest Hotel, des fois les grands espaces, la montagne, Le train. Non, c'est La prison. Ouais, non mais voilà, je serais pas la meilleure personne pour parler de Wes Anderson parce que je suis pas son plus grand fan, et puis il y a des gens qui parlent tellement mieux de son imagerie et tout que moi. Mais non, j'aime beaucoup la photographie, j'aime beaucoup la direction artistique en fait, plus généralement, hein. Le mélange des artisanats et puis en fait l'histoire qui est une histoire très tendre, très touchante, du coup dans Grand Budapest Hotel, ce qui est rare et en même temps pas rare chez Wes Anderson, parce que on avait dit la dernière fois que c'était un cinéaste froid. C'est un cinéaste froid mais qui traite quand même d'histoires touchantes. C'est juste que ces personnages ne ressentent aucune émotion, mais en fait si, ils en ressentent, oui. mais ils les montrent pas. Oui, c'est ça. Dans leurs gestes, ils le Ouais. montrent pas. Mais peut-être que je pense que c'est la porte d'entrée, la meilleure porte d'entrée, le Grand Budapest Hotel, parce que c'est peut-être le plus facile et peut-être le moins froid des derniers en tout cas. J'ai pas vu l'île aux chiens, apparemment c'est vachement bien. Ah, l'île aux chiens, c'est super. C'est très drôle, l'île aux chiens. Bah Grand Budapest Hotel, c'est très drôle. C'est vrai. Non, je pense que je vais pas dire beaucoup plus que ça, parce que pareil, Anderson, c'est pas un réalisateur qui compte spécialement pour moi. Enfin, pareil, je vais pas répéter, je pense qu'il y a aucun doute du fait que c'est pareil, un mec important. Mais putain, il y en a beaucoup des réalisateurs importants quand même. Mais il est... Oui, si, quand même, il a sa place, en tout cas, parmi les gens qui comptent. Mais émotionnellement, c'est vrai que je suis rarement emporté, tout simplement, par son cinéma. Mais je pense que Budapest Hotel est effectivement peut-être mon préféré, parce que je trouve que c'est celui où le décalage est le plus... Je sais pas comment dire. Cette idée d'hôtel fait qu'à la fois ça justifie toutes les bizarreries, parce qu'on a cette idée de huis clos, cette idée de personnages hauts en couleur qui peuvent
passé, et du coup, la rencontre entre ceux-là font des scènes qui peuvent être un peu rocambolesques. Il y a une très bonne scène de fusillade, par exemple, dans Budapest Hotel. Et en même temps, cette romance au milieu qui, de par son côté très... pareil, très froid, quoi. Je veux dire, c'est limite s'ils se disent pas je t'aime, moi aussi, super. Il y a une espèce de ce truc-là très, très, très sans émotion. À la fin, tout prend un peu sens. Je trouve que c'est peut-être sa meilleure fin. Et je crois que j'avais dit lorsqu'on parlait d'Asteroid City que ce que je trouve intéressant avec ce gars-là, c'est qu'il encadre le chaos. Il prend souvent des sujets de trucs chaotiques où tout part en couille. Moonrise Kingdom, c'est pas du tout celui que je préfère, mais je pense pour le coup, je vais utiliser cette expression, mais c'est peut-être son film somme, ou c'est peut-être celui qui condense un peu toutes ses obsessions et son cinéma. Et Moonrise Kingdom, c'est l'enfance, l'adolescence, ce moment où tout est possible, et donc à partir de là, tu veux tout essayer. Donc voilà, c'est une certaine manière de voir le chaos. Là, c'est une guerre qu'on ne voit pas. C'est une guerre qui est à l'extérieur, donc le chaos, il est partout, mais pas à l'intérieur de cet hôtel. Et je trouve qu'il en fait quelque chose d'assez joli, voilà, dans ce film-là. Honnêtement, j'en sais rien si c'est celui par lequel faut commencer, parce que j'ai pas vu ses premiers. Moi non plus. Donc il y a peut-être que c'est ceux-là les plus... Apparemment, ils sont moins marqués maison de poupée comme les derniers. Du coup, c'est peut-être mieux de commencer par ça, du coup. Je sais pas. J'ai pas vu. Parce que je sais, enfin, moi, je suis un grand fan de Pasolini. Et on en parlera un jour. Tu vas te taper Théorème, Owen. Hein. Tu le verras un jour, je te le garantis. C'est pas celui où il y a des gens qui torturent des gosses et qui bouffent de la merde. Hein. Ça, c'est salaud. Hein. Ouais. Et après, je te souhaite de voir salaud, mais c'est plus dur. C'est un film plus... Ce qui est un grand film aussi. Hein. Avec des bières et des potes. Je sais pas, mais en tout cas, des gens comme Pasolini qui ont eu vraiment un style vraiment radical au bout d'un moment, ses premiers films sont vraiment des films néo-réalistes italiens, beaucoup plus lambda, on va dire, beaucoup moins perturbants. Voilà. Et je pense que Wes Anderson, si c'est ça, voilà quoi, un style qui s'affine, et surtout, j'imagine plus ces gars-là vieillissent, plus ils ont un peu ce truc de non, je vais faire ce que je veux, quoi, c'est bon, je vais pas plus faire de concessions juste pour des raisons de public, pour des raisons de... Ceux qui aimeront, aimeront, et puis le reste, merde, quoi. Donc c'est intéressant aussi de voir des réalisateurs se radicaliser. On parlait de Nolan dans l'épisode précédent. Nolan, mine de rien, moi je trouve qu'il se dirige vraiment vers ça. Je trouve qu'il se radicalise dans sa mise en scène, et je trouve que c'est une très bonne chose. Mais par exemple, je conseillerais à personne de commencer Nolan par Oppenheimer. Par exemple, je trouve que c'est une mauvaise porte d'entrée. Ni Dunkerque, je trouve pas que c'est des bonnes portes d'entrée. Ouais, Inception ou Dark Knight, c'est très bien. Ouais, par exemple, ouais. Memento. Moi j'ai commencé par Memento, et c'est une clé, il t'offre les clés, mine de rien, pour son cinéma. Bref, voilà. Wes Anderson, c'est fait. Allez, c'est reparti pour lancer la roue. Donc, je pense qu'on peut encore en faire 2. Oui. Allez, Ok. Villeneuve. Je commence ? Ouais, vas-y. Moi, Villeneuve, j'ai une histoire un peu compliquée avec ce réalisateur-là, parce que c'est quelqu'un que j'aimais pas du tout. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, je suis... par exemple, un film comme Prisoners, moi, c'est ce que j'appellerais un bon film, mais ni plus ni moins. Par contre, je comprends pas ce qu'il y a autour de ce film-là. Vraiment, je trouve que c'est un film qui raconte bien ce qu'il a raconté, et ciao, basta. J'ai eu beaucoup de mal avec Premier Contact, parce que je trouve sa première heure brillante et sa deuxième heure désastreuse. Vraiment, j'ai un vrai problème avec la deuxième partie de Premier Contact. Par contre, quand j'ai découvert Blade Runner 2, ça a vraiment été un choc, mais je ne vais pas parler de celui-là, parce que quand j'ai vu Blade Runner 2, je me suis dit, je vais peut-être regarder un film dont on parle depuis longtemps, qui est Sicario. Je me suis dit que tu allais dire ça. Et Sicario, je pense que c'est un chef-d'œuvre, Sicario. Je pense que c'est son meilleur. Et oui, je pense que c'est un film impressionnant, parce que on est vraiment dans... Comment dire, c'est quelqu'un de calculateur et de froid, mine de rien, Villeneuve. C'est marrant, on parle pas mal de réalisateurs un peu... Non, on a parlé de Tarantino, qui est quand même pas un réalisateur froid, mais enfin, loin de là, l'inverse plutôt même. C'est un réalisateur ultra vivant.
Villeneuve, c'est pareil, c'est assez clinique quand même, quoi. Ouais. Et ça se voit jusque dans sa photo d'ailleurs. Où... Bah, regardez le dernier Dune, c'est vraiment. Il n'y a Ah pas ouais, plus clinique, quoi. Ça transpire pas l'humanité en tout cas, quoi. Sicario, ça transpire pas l'humanité, mais ça tombe bien, c'est le propos. C'est ce truc-là. Et il y a un truc que moi j'aime bien, que j'en ai pas spécialement parlé dans le précédent podcast pour Card Counter, mais j'aime bien les gens qui contrôlent leur environnement et notamment leur métier. Je ne sais pas pourquoi, mais voir quelqu'un être en plein contrôle de son activité, j'adore ça. Et un côté rassurant de... Peut-être, ouais, il y a un truc de... C'est cadré, c'est... Ouais, ça me rassure, peut-être, ouais. Je trouve ça agréable. Sicario, on est que là-dedans. On est dans des gars qui... Bon, après, leur métier est soit d'être flic, soit d'être tueur à gages, enfin, paramilitaires, je sais plus qu'est-ce qu'ils sont exactement, mais en tout cas, des gens qui ont des flingues. Ou, comme Benicio del Toro, et là, tueur à gages, quoi. Et qui sont d'une précision et d'une minutie. Et je sais pas pourquoi, pour moi, c'est extrêmement gratifiant. Je pense que la scène la plus impressionnante, c'est la scène avec où ils ont leurs lunettes infrarouges, là. Moi, c'est pas ma scène la plus impressionnante. Pour moi, c'est vraiment une grande scène, quoi. Parce que je trouve qu'il y a une intelligence, déjà dans ce travail du labyrinthe, dans l'espèce de lieu dans lequel il se trouve, dans ce truc sous terre, qui est d'une intelligence. Il y a quelque chose qui est compliqué à faire, c'est de suffisamment... Quand le spectateur est censé être perdu, c'est le perdre tout en ne faisant pas juste n'importe quoi. Et je trouve que c'est la scène qui atteint ce juste milieu parfaitement. J'ai cet exemple ça aussi dans La Tempête de sable de American Sniper de Clint Eastwood, où vraiment tu te dis, les personnages ne comprennent rien, mais moi je comprends ce que j'ai à comprendre, on va dire. Parce que sinon juste tu fais n'importe quoi. Enfin genre tu fais n'importe quoi et le spectateur fait, ah bah je comprends rien, tu fais, bah c'était le but, et tu fais, oui bah tu te fous juste de ma gueule là. Enfin, Et je trouve que Sicario le fait à merveille. Et c'est à partir de ce film-là que j'ai compris ce que j'aimais pas chez Villeneuve. Je pense que c'est un réalisateur qui peut être vraiment brillant. Par contre, je pense que c'est quelqu'un qui maîtrise très mal la symbolique. Et je pense que c'est mon gros problème, et je vais faire ma boucle avec les films dont je parlais au début. Prisoners, la symbolique du labyrinthe, ça engage que moi, hein. Je trouve qu'elle a aucun sens. Vraiment, je trouve qu'elle n'a aucun intérêt, aucun sens, qu'elle n'a aucun équivalent visuellement dans le film. Juste on dit, c'est un labyrinthe parce que l'esprit humain est compliqué, donc c'est un peu comme un labyrinthe. Tu fais, d'accord, c'est tout. Et pourtant c'est un motif qui revient tout le temps dans le film, et que je trouve que n'est concrètement, enfin à part montrer un labyrinthe sur une feuille de papier, je trouve que ça n'est jamais utilisé. J'ai revu Enemy, qui est un film que je n'aimais pas, et quand je l'ai revu, maintenant c'est un film que j'aime vraiment sincèrement. Par contre, la symbolique de l'araignée, je la trouve claquée, enfin je la trouve pas intéressante, ni impressionnante ni intéressante, effectivement. Donc je pense que c'est mon problème avec Villeneuve. Et voilà, et oui, pour parler de Premier Contact, pareil, je trouve que la symbolique du temps, tu ne peux pas me dire au bout d'une heure et demie de film et dire, et en fait ma thématique c'était le temps, et tu fais, bah non, parce que rien narrativement et visuellement ne me... ça m'avait cassé l'enjeu, moi. Ça m'avait cassé les enjeux du film au moment où ça arrive. C'est ça, et je trouve ça absurde. Et je comprends pas cette idée de faire un saut dans le temps, alors que ce qui est intéressant, c'est comment on crée un langage commun à partir de rien. Et il dit, on saute dans le temps et puis on a trouvé des trucs. Je fais, bah non. Bref, là je sors un peu du truc. Sachant que je tiens l'intro de Premier Contact pour la meilleure intro de Villeneuve. Je trouve que c'est une intro exceptionnelle. Mais voilà. Et Sicario et Blade Runner sont des films qui ne contiennent aucune métaphore, en tout cas visuelle, en mode, et ça symbolise l'araignée, ça symbolise la femme, ça symbolise rien, que dalle. Il met ça de côté, et du coup il fait ce qu'il fait de mieux, et bah voilà, je pense que c'est pour ça que c'est les deux films que je retiens de ce mec là. Moi c'était la scène de l'autoroute. Oui, parce que c'est la plus impressionnante. Après, je la trouve finalement assez classique, en fait, mine de rien, dans son exécution. Mais la tension qu'ils arrivent à construire sur 10 minutes avant qu'il y ait vraiment le... Ouais, mais elle me surprend pas, en fait. C'est un peu ça. Elle me surprend pas. Je la trouve très bien faite, mais elle me... Pour moi, il se passe rien de... La scène, encore une fois, en infrarouge, quand je vois ça, je me dis, là, il se passe un truc, quoi. Là, il se passe quelque chose de différent, d'étrange. Il n'y a pas 50 réalisateurs qui mettrait ça en scène comme ça. Je vois une patte d'un cinéaste, quoi. Là où l'autoroute, je pense qu'il y a plein de gens qui auraient été capables de le faire à leur manière et que ça aurait été très bien aussi, quoi. Mais c'est la scène dont tout le monde parle, hein, globalement. Hein, mais...
Ouais, bah du coup, moi, Villeneuve, je suis un peu comme toi, c'est pas non plus un de mes réels préférés. Je suis pas ultra fan de Premier Contact. Moi, par contre, j'aime beaucoup Prisoners. Ce père de famille qui pète un câble pour trouver sa fille ou son fils. Je sais plus. Mais Il est pas content, il a un marteau en tout cas. Ouais, et comme dans beaucoup de films, C'est vrai. il y a beaucoup de gens pas contents avec des marteaux. Ouais. J'aime beaucoup cette perte d'humanité. Et ce qui est il est joué par Hugh Jackman, et, qui est vraiment très très bon dedans. Et du coup, moi j'hésite beaucoup entre Prisoners et Blade Runner 2049. Et je pense peut-être plus comme t'en as aussi un peu vite fait parler, peut-être plus parler de Blade Runner 2049. Et encore, j'ai pas non plus grand chose à dire à part que c'était une surprise pour beaucoup de personnes parce que faire une suite à un chef-d'œuvre comme Blade Runner. Et un chef-d'œuvre qui a influencé Oui. tout l'art, quoi. Oui, qui est un des parangons de la SF. Si la SF est ce qu'elle est aujourd'hui, même le genre cyberpunk. Enfin, il y a pas de. C'est dur de pas parler de Blade Runner, quoi. Ouais, voilà, il y a pas de cyberpunk 2077 s'il y a pas Blade Runner avant, quoi. On s'attendait à ce que ce soit pas top et que ce soit que une sorte de ressucé, de reprendre les mêmes thématiques, la même imagerie, mais un truc un peu plus moderne et avec Ryan Gosling. Et au final, je pense que Villeneuve nous a tous surpris à ce niveau-là, de vraiment créer ses propres thématiques, créer sa propre imagerie, sans jamais dénaturer le premier film, et de créer son propre film qui peut être regardé indépendamment. En fait, il y a juste le personnage d'Harrison Ford qui revient, mais à la limite ça... Oui, tu comprends. En vrai, et du coup, d'avoir créé un film indépendant et très très bon au premier Blade Runner. Donc j'ai pas énormément de choses à dire à part que la DA est fantastique. Il y a vraiment ce truc de réalisation contemplative, réalisation lente, où on suit un robot en fait, parce que Ryan Gosling joue un des Nexus, du coup un des robots qui au début étaient chassés du coup dans Blade Runner et maintenant sont utilisés pour chasser d'autres robots défaillants dans Blade Runner 2049. Et ouais, non, j'aime vraiment beaucoup ce film. Je l'ai vu qu'une seule fois. Mais en fait, je crois que tous les Villeneuve, je les ai vus qu'une seule fois. Il y en a aucun que j'ai vu deux fois. Bah moi, il y a Enemy, du coup, que j'ai vu deux fois. Donc ouais, non, je dirais 2049 sans plus d'explications que ça. Ah, c'est vrai que c'était culotté quand même, hein, de faire un truc comme ça. Et j'irais même, enfin, sans vouloir jouer au chieur, hein, mais dans l'absolu, je veux dire, si on enlève la puissance du premier Blade Runner, je suis même pas sûr je dirais pas que 2049 est meilleur, mais en tant que pure qualité de film, je pense que les deux films se valent, quoi. C'est juste que 2049 a le défaut d'arriver après et d'être influencé par le premier, mais en tant que film et de qualité de film, je pense qu'il a réussi à faire un film tout aussi intéressant et puissant que l'original. Ouais. Bon, il sera moins influent, forcément. Bah, de fait, oui, c'est même pas possible en fait. Oui, Enfin, je veux dire, tu fais une suite à ce film-là, genre à moins de tout changer, mais à partir de là, c'est passer à Blade Runner, oui, c'est ça. Mais oui, c'était casse-gueule. Dernier réalisateur ? Allez. Et là, on tombe sur Snyder. Non. Oh bon, bah Fincher. Ah, oui. C'est bien pour finir. Fincher. Oui. Là, on parle d'un grand parmi les grands. Je sais même pas, moi, attends. Faut que je réfléchisse. Moi, j'ai deux films que je compte comme... Dans ma vie, dans mes questionnements à moi, où je me dis, s'il y avait 10 films à garder du cinéma et tout ça, je pense que c'est un film comme Zodiac est compliqué à ignorer. Je pense que Zodiac... Enfin, moi, ça se tape entre Zodiac et Seven, hein, globalement. Ouais. Mais je pense que... Vas-y, commence, du coup. Bah, Fincher, là, alors, on a parlé de réalisateurs qu'on trouve bons, etc. Fincher, je considère vraiment que c'est un grand parmi les grands. Vraiment, je considère vraiment que c'est un génie et un des réalisateurs les plus importants de tous les temps. Ce qui n'est pas très original hein, comme façon de penser, mais et notamment grâce à des films comme Zodiac, parce que c'est le premier grand film numérique, on va dire, quoi, même s'il y a eu des choses formidables avant, hein, comme Collateral par exemple. Et Vidoc, évidemment, qui est un chef-d'œuvre absolu. Non, mais il y a Collateral quand même avant, qui a
Je peux pas dire essuyer les plâtres parce que ça veut dire que le film est raté et que c'est un très bon film Collatéral de Michael Mann, mais qui, mine de rien, tâtonnait encore un petit peu. Zodiac, je trouve que c'est d'une intelligence et d'une telle logique entre cette idée du numérique, cette révolution, et de parler de quelque chose d'aussi perturbant que ce tueur du Zodiac, pour parler un peu des évolutions des États-Unis, quoi, et de la précision que Fincher a pu avoir grâce au numérique et qu'il le met intrinsèquement dans son récit. C'est-à-dire que Zodiac, concrètement, la narration fait que, au bout d'un moment, chaque détail peut devenir menaçant. Chaque petit élément, chaque objet peut être source de suspense, de stress. Et ça, il l'a grâce à la précision que ces nouvelles caméras, étalonnage, montage offrent. Et ça, il l'a grâce à ces outils-là. Et quelque part, c'est peut-être cette obsession, et peut-être ce dont il parle, et cette obsession qu'il décrira. Peut-être ce journaliste qui veut traquer le Zodiac, qui devient un peu lui-même, du coup, la cible de ce tueur. Il y a un peu cette idée-là aussi de... est-ce que tout ça a un sens et est-ce que cette recherche de la perfection qu'a Fincher, est-ce que quelque part elle en a un aussi? Je pense qu'on peut faire un vrai parallèle là-dessus. Après Fincher, en vrai, j'ai cité 2 films, mais Social Network se défend très bien parmi la notion de film important. Moi, je suis un grand fan de Gone Girl, je pense que Benjamin Button est un très 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 bon film également. Je fais partie des gens qui aiment vraiment Mank aussi. Alien 3, je pense que c'est loin d'être une merde, contrairement à ce qu'on dit. Ah, j'ai pas trop aimé, moi. Ah, moi, je pense que c'est un film vraiment intéressant. Je ne considérais pas du tout ça dans le haut du panier de Fincher, mais je le préférerais à The Game, par exemple. The Game est un film que je trouve assez faible. Ouais. Panic Room est un film qu'en tant que film, je n'aime pas, mais Panic Room, il fait tellement d'expérimentation que je pense que sans Panic Room, on n'aurait jamais eu Zodiac. Et je veux mon Zodiac, en fait. Donc, c'est juste qu'il a foiré des... Enfin, pour moi, Panic Room, c'est le film numérique où juste la caméra fait un peu ce qu'elle veut. Après, attention, c'est toujours classieux, c'est toujours bien foutu, mais c'est très gratuit. Et dans Zodiac, il resserre tout ça. Et on en revient, j'ai envie de dire, presque à un nouveau langage, en fait. Parce qu'avec tout le trucage que le numérique te permet, en fait, oui, tu atteins une nouvelle forme de langage, une nouvelle façon de faire des films, quoi. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que Fincher est souvent le mec cité pour les effets spéciaux qu'on ne voit pas. C'est vraiment le fan de ça. Tout le monde a vu ce putain de making-of Il est génial, de Mindhunter. Ouais. Voilà. Donc c'est... Non, Zodiac, oui, je dirais Zodiac. Mais Seven est un film que je tiens pour exceptionnel aussi. Hein. Je pense que la course-poursuite, quand il trouve où habite John Doe, est l'une des plus belles scènes du cinéma, parce que c'est la seule scène où le poursuivi est en réalité le poursuivant. Enfin, en tout cas, le poursuivi a le contrôle sur la course-poursuite. Au-delà d'un travail technique de fou pour toujours cacher son visage, que déjà, en tant que tel, incroyable, vraiment, cette idée de montrer que c'est celui qui court devant, qui mine de rien le contrôle sur ceux qui sont derrière lui, il y a un savoir-faire et quelque part un peu de génie là-dedans. Donc oui, bon après on a mis des réalisateurs qu'on aime bien, donc faut pas nous demander d'être autre chose que dithyrambique, mais Fincher, de tous les réalisateurs dont on a parlé jusque-là, pour moi c'est le plus important et c'est celui qui restera. Et oui, je pense que des films comme Zodiac sont importants aussi pour ça. C'est une fresque aussi d'ailleurs, Zodiac. On parlait d'Oppenheimer dans le précédent, mais dans le podcast précédent, mais il y a vraiment cette idée de grandiose et aussi un peu opératique. Voilà, à toi. Ouais, moi j'aime beaucoup Fincher. Encore une fois, c'est cinéaste par lesquels tu rentres quand tu commences la cinéphilie. Enfin, on a tous regardé Fight Club quand on était ado. Oui, je vais pas parler de Fight Club parce que... Et en vrai, Fight Club, c'est un chef-d'œuvre aussi. Je sais pas, moi c'est pas un film que j'aime tant que ça. Non, moi j'aime vraiment beaucoup. Mais non, j'ai envie de parler d'un film qui est un peu moins connu. Et qui est The Girl with the Dragon Tattoo. Putain, j'y ai pas pensé, mais oui, c'est vrai que c'est très bon aussi, hein, ouais. Qui est, je sais pas si c'est mon préféré, mais je me suis dit que comme il est moins connu, j'ai envie de parler de celui-là. Tu vois, j'en ai même pas parlé naturellement. Et ouais, qui est du coup l'adaptation du premier tome de Millennium. Il y avait déjà eu une adaptation scandinave avant. Qui ont fait les trois tomes. Et lui, du coup, Fincher a fait que le premier. Du coup, je sais plus quelle est la traduction française, mais c'est The Girl. L'homme qui n'aimait pas les femmes. L'homme qui n'aimait pas les femmes, ce qui n'est pas de la traduction de The Girl with the Dragon Tattoo. Attends, comprendre, oui. Mais non, c'est un film. C'est vraiment un film d'enquête, un peu film noir, mais
très simple, il va pas réinventer le genre, mais qu'est-ce que c'est efficace et qu'est-ce que c'est bien fait. Et tu plonges dans la campagne scandinave, je sais plus où ça se passe, si c'est au Danemark ou en Norvège, mais tu plonges dans cette campagne-là, coupée de tout, qui est bloquée à l'hiver parce que les ponts sont impraticables, et du coup, le personnage principal qui est joué par Daniel Craig. Daniel Craig, et du coup, Lisbeth Salander est jouée par Rooney Mara. On va suivre ces deux enquêteurs qui se retrouvent là un peu par la fortune, où lui il a été embauché en tant qu'enquêteur. Enfin non, c'est un journaliste à la base. C'est un journaliste qui est embauché pour retrouver la trace d'une jeune fille et pour élucider un meurtre qui a eu lieu il y a genre 15-20 ans. Et il s'aide de Rooney Mara, qui est une jeune hackeuse, qui va l'aider du coup à élucider ce mystère-là. Je trouve ça génial dans sa construction des personnages et dans la relation qu'ils ont entre les deux. C'est un film assez dur, parce que vraiment, il y a des scènes de viol, donc encore trigger warning. Mais le violeur se fait punir. Oh putain, ouais, et c'est pas forcément une... Au début, tu te dis, ah yes, il va se faire punir, et après tu te dis, vraiment, il se fait punir salement quand même. Et c'est pas joli à voir. Mais oui, c'est un film très dur, mais bordel, qu'est-ce qu'il est bien, quoi. La photo est classieuse. L'ambiance, toute cette ambiance de campagne, c'est paumé sur une île au milieu d'un lac. Le manoir est sublime. Ouais. C'est un film terrible, mais c'est un film, moi, qui te prend aux tripes du début à la fin. Donc ouais, je vais dire The Girl with the Dragon Tattoo. Ok. Est-ce qu'on en fait un dernier pour la postérité? Non, ça fait une heure. Non, bah du coup, on va vous souhaiter une bonne fin d'été. Et puis voilà, et j'espère que votre reprise sera agréable. Un avis sur la 1664 ? Il y avait un petit goût de pomme, non ? Oui. Non, bah c'est la 16, hein. C'est un ami qui ne te trahit jamais. Oh là là. Non, bah écoutez, on vous retrouve à la rentrée avec des nouveaux films, sûrement plein de trucs d'ailleurs. Et voilà. À la prochaine. Bisous.